C'est à l'aube que les forces spéciales russes ont donné l'assaut utilisant des gaz paralysants. Le commando tchétchène a été exécuté. 750 otages ont été libérés et aussitôt hospitalisés. Ils sont nombreux à subir les effets secondaires de ces gaz. Selon un dernier bilan, 90 personnes auraient perdu la vie sans compter les 50 membres du commando tchétchène. Ce soir, Vladimir Poutine demande pardon pour n'avoir pu sauver tout le monde. Nicolas Sarkozy en Corse envisage un projet de référendum sur l'avenir institutionnel de l'île. Première réaction plutôt positive de Jean-Guy Talamoni, le dirigeant nationaliste. Quelques échauffourées avant le match Paris Saint-Germain-OM aux entrées du Parc des Princes. Les forces de l'ordre présentes en grand nombre ont réussi à contenir ces débordements. Place au sport avec la victoire du PSG 3-0. Le retour sur scène d'Émilie Joly, 23 ans après sa création, la comédie musicale de Philippe Châtel a déjà enchanté une génération. Une autre devrait se retrouver dans ce nouveau spectacle sur la scène de Mogador. Voilà, monsieur, bonsoir. Près de 15 heures après l'assaut des forces russes qui ont réussi à libérer les otages détenus dans le théâtre de Moscou, beaucoup d'imprécisions encore et un sentiment mitigé. Certes, le carnage a été évité, celui que prédisait le commando, prêt à faire sauter le bâtiment, mais le bilan est évolutif. Déjà 90 otages ont perdu la vie au cours de cette opération militaire. Les membres du commando ont été exécutés selon un scénario qui présentait de nombreux risques. Il était 3h40 ce matin, heure de Moscou, lorsque les forces spéciales sont entrées en action. Christelle Bertrand. C'est l'assaut final. Les forces spéciales de l'armée russe se glissent le plus discrètement possible dans le théâtre. Pendant la nuit, l'armée a joué avec les nerfs des terroristes. Pour les déstabiliser, elle a déjà simulé un assaut 2 heures plus tôt. Avant d'entrer, les forces spéciales ont dispersé un gaz incapacitant par le système de ventilation du théâtre. Une femme prise en otage témoigne en direct par téléphone. Ils nous envoient du gaz, je ne sais pas ce que c'est. Tout le monde est assis dans la salle, j'espère juste que... C'est quoi ce gaz? Je n'en sais rien, mais je vois bien les réactions. Visiblement, ils font comme s'ils ne voulaient pas qu'on sorte vivant d'ici. Mais on va essayer. Ensuite, des coups de feu et des explosions déchirent l'obscurité. Très vite, les premiers otages sains et saufs sortent du théâtre. Ils sont escortés par des militaires vers des ambulances. 1 heure après l'assaut, la télévision russe entre à son tour dans le théâtre. Seuls les corps des terroristes sont encore là. Les images s'attardent sur le cadavre de Mosvar Barayev, le chef du commando. Les corps de certains terroristes semblent figés, comme ceux de ces femmes munies de ceintures d'explosifs qui n'ont pas eu le temps d'actionner leurs charges. Les autorités russes annoncent la mort de 50 membres du commando, visiblement puissamment armés. Juste après l'assaut, les militaires libèrent les bouches d'aération pour ventiler le théâtre. Le nombre de victimes parmi les otages ne cesse de s'accroître. Ce soir, le ministère de la Santé annonce plus de 90 morts. 750 personnes ont été libérées. Les ex-otages sont choqués, épuisés, mais aussi plus ou moins asphyxiés par ce gaz puissant et mystérieux. 350 d'entre eux auraient été transportés à l'hôpital. Certains seraient encore dans un état critique. Dès l'annonce de l'assaut des forces spéciales, les familles des otages se sont aussitôt rendues aux alentours du théâtre, chacune allant aux nouvelles, espérant en savoir davantage, partagées entre le soulagement et l'inquiétude. Il est vrai que l'état de santé, on vous le disait, des ex-otages transportés par autocar dans les différents hôpitaux de la ville est incertain et les informations circulent difficilement. Sur place à Moscou, Martine Laroche-Joubert, Didier Dahan. Dès la nouvelle de l'assaut connue, aux premières heures du matin, les familles des otages se pressent vers le théâtre. Certains ont des laissez-passer, d'autres pas. Vous comprenez que ce sont nos proches qui sont dedans, peut-être en train de mourir. Et nous, on ne peut pas entrer.
Laissez-moi passer, je vous en supplie. Chaque minute compte. Mon fils et ma fille sont là-bas. Et moi, je suis sans nouvelles. Une porte-parole improvisée tente de rassurer les uns et les autres. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est attendre, dit-elle. Écrivez vos noms et on vous renseignera dès que possible. En attendant, il cherche des informations auprès des sauveteurs qui sortent du théâtre. Les otages sont dans un état de stress grave. Il y a des vitres brisées partout. Mais les nouvelles se font attendre. Je n'ai aucune information. Personne ne vous a appelé? On nous a dit qu'ils étaient en train de dormir. Vous êtes sûr qu'ils sont en vie? On l'espère. Ma mère, elle est à la maison. Elle a 80 ans. Elle va faire une attaque cardiaque. On n'a aucune nouvelle de ma sœur. Enfin, les premiers sourires. Ils ne savent rien encore de leur mère et de leur sœur, mais se réjouissent de la réussite de l'assaut. Ce sont les vrais héros de la Russie, ceux qui ont fait l'assaut. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Cela déchire ces affiches qui, pour eux, n'ont servi à rien. Elles demandaient l'arrêt de la guerre en Tchétchénie et des négociations. Au total, 350 otages ont été hospitalisés. Dès la mi-journée, Vladimir Poutine en personne s'est rendu dans l'un des principaux établissements hospitaliers de la ville, au chevet des malades, une visite d'une demi-heure durant laquelle il a pu s'entretenir avec des patients et le personnel soignant. L'information ce soir qui reste la plus préoccupante concerne la santé de ces ex-otages arrivés dans les hôpitaux parfois dans un état grave ou désespéré. Le gaz utilisé par les forces spéciales aurait provoqué des empoisonnements, difficile de savoir dans quelle proportion. Et dans les couloirs, les familles tentent de retrouver les leurs avec une certaine angoisse. Reportage sur place, Dominique Derda, Tania Saratenkova et Franck Brisset. Ils l'ont appris par le bouche à oreille, presque par hasard. Il paraît, leur a-t-on dit, qu'à l'hôpital numéro 13, on aurait emmené pas moins de 340 ex-otages. Alors ils sont venus avec la peur au ventre. Personne parmi eux ne connaît encore les noms ni des morts, ni des survivants. Ne vous inquiétez pas, dit ce représentant de l'administration. On va installer des tables et vous pourrez bientôt parler non pas avec une, mais avec 5 personnes. Pour l'heure, il n'y a que le médecin-chef et il a fort à faire. La plupart des otages libérés ont été contaminés par les gaz. Rares sont ceux qui ont leur papier d'identité sur eux. Plus rares encore ceux capables de s'exprimer. Sur le principe, moi je ne suis pas contre le fait qu'ils aient utilisé le gaz dans de telles circonstances, parce que si les preneurs d'otages commençaient à tuer les gens, il n'y avait pas d'autre solution. Mais maintenant, j'aimerais vraiment connaître les effets de ces gaz sur notre fille. On a demandé au médecin, il nous a répondu que même lui n'en savait rien. Enfin, une première liste. Mais rien sur l'état de santé de chacun des patients. Tout juste les noms de ceux qui sont en soins intensifs et ceux des plus chanceux, en salle d'observation. Moi, je m'en fous de ce que vous racontez. Le nom que je cherche, il n'est même pas sur votre liste. Calmez-vous, citoyens, allez vous asseoir. Vous comprenez vraiment rien. Demain, c'est promis, il y aura d'autres listes, dans d'autres hôpitaux de la ville. Quant à celle des morts, explique ce policier, c'est ailleurs qu'il faut aller la consulter, près du théâtre, là où a eu lieu la prise d'otage. Après 3 jours d'angoisse, alors que leurs proches étaient sous la menace du commando suicide, les familles des ex-otages, ce soir, n'ont toujours pas retrouvé la paix. Essayons à présent d'en savoir davantage sur ce gaz utilisé par les forces spéciales et qui a paralysé les membres du commando, mais aussi l'ensemble des otages. Sans connaître sa nature exacte, on sait que ses propriétés ont comme premier effet une neutralisation quasi totale, avec apparemment des séquelles. Reste à savoir si elles sont réversibles. Yvan Martinet. Un gaz de combat fulgurant, c'est l'arme qui a permis aux forces spéciales russes de mener l'assaut. Ils ont lâché le gaz, les gens ont commencé à s'évanouir. Ceux qui ont eu le temps de se protéger avec un foulard l'ont fait, les autres ont aussitôt perdu connaissance. Pour ce genre d'action, 3 types de gaz peuvent être utilisés. Le premier, un gaz neutre, un fumigène par exemple, inoffensif en plein air mais qui peut s'avérer fatal s'il est utilisé en milieu clos. Le second, irritant, un gaz lacrymogène utilisable en intérieur, respirable mais selon les doses très dangereux.
Enfin, le gaz incapacitant, neurologique, il engendre une perte d'agressivité, musculaire, il paralyse, bloque le fonctionnement des muscles. Vraisemblablement, c'est ce dernier, mais surdosé, que le commando d'élite russe a répandu dans le système de ventilation du théâtre. Ce gaz, appelé gaz CS, avait déjà été utilisé par les policiers saoudiens lors d'une prise d'otage à la Mecque en 1979. En direct de Moscou, Dominique Derda, d'abord peut-être le bilan des victimes. Depuis ce matin, hélas, il s'alourdit. Quelles sont vos dernières informations? Oui, Béatrice, le bilan s'alourdit d'heure en heure et il n'est malheureusement sans doute que provisoire. Bon nombre des otages qui ont été blessés lors de l'assaut, blessés par balles ou par des explosifs, mais surtout ceux qui ont été contaminés par le gaz seraient ce soir encore dans un état jugé critique. Parmi eux, des femmes, des enfants, des vieillards, des asthmatiques, des cardiaques, beaucoup plus sensibles aux effets du gaz que les hommes en bonne santé. Alors précisément concernant les empoisonnements par ce gaz utilisé par les forces spéciales, quels sont les pronostics des médecins? Ont-ils des pronostics d'ailleurs? Eh bien non, justement, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur les effets de ce gaz et on ne risque pas, à vrai dire, d'en savoir beaucoup plus dans les jours à venir parce que les médecins qui soignent les victimes de ce gaz, eh bien ces médecins ont reçu aujourd'hui un ordre très strict. Il leur est strictement interdit de communiquer avec les journalistes. Une atmosphère qui entretient, vous en conviendrez, le soupçon et qui donne l'impression que pour sauver les otages, finalement, on les a transformés en cobayes. Dominique, on a évoqué l'hypothèse de la fuite de quelques hommes du commando après l'assaut. Assiste-t-on à une chasse à l'homme dans les rues de Moscou ce soir? À vrai dire, une chasse à l'homme, c'est sans doute un peu exagéré, mais nous avons eu confirmation au téléphone tout à l'heure, à plusieurs reprises par des Tchétchènes qui vivent à Moscou, que la police est venue frapper à leur porte aujourd'hui pour vérifier leur identité et essayer d'établir si oui ou non ils pouvaient avoir des liens avec les preneurs d'otages. On rapporte qu'il y aurait eu jusqu'à une trentaine d'arrestations aujourd'hui, rien que dans la capitale ici à Moscou. Merci Dominique Derda. La plupart des commentateurs considéraient dès ce matin que l'assaut ordonné par Vladimir Poutine était une incontestable victoire pour le président russe. Les télévisions montrent en boucle les images du commando exécuté. Rarement les Russes auront vu les plus hauts personnages de l'État communiquer aussi rapidement. Alain Chalvran. Peu après l'opération des forces spéciales, Vladimir Poutine a fait le point avec le ministre de l'Intérieur et le chef du FSB, le successeur du KGB. Puis il a tenu à se présenter à la télévision à la fois ému et triomphant. Nous avons démontré qu'on ne peut pas mettre la Russie à genoux. Mais maintenant et avant tout, je voudrais m'adresser aux proches des victimes. Nous n'avons pas pu sauver tout le monde. Pardonnez-nous. Ces larmes mal contenues ont conclu un balai médiatique de tout l'appareil sécuritaire, un balai peu courant en Russie. C'est le chef des services spéciaux, Nikolai Patrushev, qui se félicite, je cite, de la liquidation de 34 guérilleros tchétchènes. Mais le travail, annonce-t-il, va se poursuivre, car nous avons toutes les informations. C'est Boris Gryslov, le ministre de l'Intérieur, qui précise que les complices du commando seraient une trentaine en Russie et à l'étranger. Yuri Louchkov, le maire de Moscou, ancien opposant, ne pouvait être en reste. L'opération est terminée. Nous considérons que le résultat est satisfaisant. Et c'est finalement le vice-ministre de l'Intérieur, Vladimir Vassiliev, qui justifie l'assaut en ces termes. Nous avons eu peur jusqu'au dernier moment qu'ils ne déclenchent tous leurs explosifs. Ça, nous avons réussi à l'éviter, c'est l'essentiel. C'est sans doute le sentiment de la grande majorité des Russes. Les réactions de la communauté internationale ont une même tonalité, celle du soulagement. Soulagement qu'exprime Jacques Chirac. Le président français souligne que la priorité de préserver les otages a permis d'éviter une tragédie et assure Vladimir Poutine de sa profonde solidarité. Fin de citation. On retiendra également la réaction du président tchétchène, Aslam Maskadov, qui se dit convaincu qu'on aurait pu éviter une effusion de sang. Il ajoute qu'il s'est adressé au commando tchétchène à travers son représentant, les appelant à la raison. Reste qu'aujourd'hui à Moscou, la communauté tchétchène se sent un peu plus fragilisée encore, montrée du doigt après cette prise d'otage à laquelle participaient des femmes. Reportage Martine Laroche-Joubert, Didier Dahan. Ils étudient le russe, mais se parlent en tchétchène. Nous sommes à Moscou, 16 mètres carrés, où vivent 9 enfants et 4 adultes, originaires de Grozny, la capitale de la Tchétchénie.
Mais aujourd'hui, tous, même les plus petits, sont hypnotisés par la télévision. Elle diffuse les images des femmes du commando. Elles étaient 18. Pour la première fois, un véritable groupe armé. C'est ce qui inquiète les femmes de la famille. Avant, on faisait la chasse aux Tchétchènes aux hommes. Et maintenant, on va aussi rechercher les femmes. Parce qu'il y en avait dans le commando. On m'arrêtait déjà pour rien. On me disait déjà, vous êtes des terroristes, des Tchétchènes. La situation va devenir encore plus difficile. Eva survit en vendant sur des marchés des produits du Caucase. Son mari ne vit pas à Moscou, ses papiers sont périmés. Elle héberge son neveu, 20 ans, encore écolier à cause de la guerre. Tous les jours, on me contrôle. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Jusqu'à aujourd'hui, tu es dans le métro, dans la foule, et c'est toi qu'on attrape, et à qui on demande des papiers. Aujourd'hui, j'ai pris le bus, et j'ai remarqué plein de gens qui me regardent avec un air de mépris. Il y a beaucoup de policiers dans les rues. Elles ne veulent pas revenir à Grozny, elles ne peuvent plus rester à Moscou, elles rêvent de l'Europe, où être tchétchène n'est pas un délit. La Tchétchénie, pays martyr pour les civils qui tentent de survivre aujourd'hui dans des conditions effroyables. Des années d'une guerre qui aura laissé l'Occident dans l'indifférence. Mais les images des reporters sont là pour rappeler la réalité, comme cette journaliste de Paris Match qui arrive juste de Grozny. Son témoignage, Christian Houtin, Maxime Soulard. Ça, c'est la femme du milicien à l'intérieur de la maison où a eu lieu la fusillade. La petite fille est complètement traumatisée depuis lors. Ça, c'est une femme que j'ai interviewée dans le marché de Grozny, qui s'est cachée derrière son étalage pour pouvoir témoigner. Elle revient tout juste de Tchétchénie, où elle a passé quelques jours clandestinement. Cette photographe souhaite rester anonyme pour pouvoir y retourner. Publié par un hebdomadaire, son témoignage est sans appel. Dans Grozny interdit au regard, Moscou impose son ordre. Pillage, torture, arrestations arbitraires, les soldats russes terrorisent la population. Le quotidien, c'est essayer d'éviter les arrestations, c'est payer des pots de vin à chaque bloc-poste aux soldats pour pouvoir passer et rester vivants. La population est dans un état de terreur extrême, de peur, des enlèvements. Dans leur combat contre les rebelles tchétchènes, les forces spéciales russes ne font pas dans le détail. Suspectés, les hommes en âge de combattre sont systématiquement arrêtés. On ne compte plus le nombre de disparus. Souvent, ils doivent payer $1000, $2000 pour récupérer un membre de leur famille et parfois même le cadavre. Ils ne peuvent pas imaginer un avenir. Les enfants ne vont plus à l'école, ils sont en train de devenir comme des parias dans toute la Russie. Depuis 3 ans, date du retour des troupes russes en Tchétchénie, entre 10 et 20 000 civils ont été tués, victimes de cette guerre oubliée. Le reste de l'actualité. En Corse, un attentat à l'explosif près d'Ajaccio, quelques heures avant que Nicolas Sarkozy ne prononce son discours sur la décentralisation, avec le projet d'un possible référendum sur l'avenir institutionnel de la Corse. Première réaction plutôt positive du dirigeant nationaliste Jean-Guy Talamoni. Reportage Arnaud Boutet, Mathias Barrois. Il y a d'abord la méthode. 3 ministres sur le terrain pour poser une question. Quelle évolution institutionnelle ? Une collectivité unique ou le maintien des 2 départements. Nicolas Sarkozy donne 3 mois aux élus pour se mettre d'accord, car sinon... Il n'y aura pas d'autre solution que de se tourner vers chaque Corse pour lui demander son sentiment et lui faire trancher une bonne fois pour toutes cette question. En République, on n'a pas à avoir peur de la démocratie. Quel pouvoir pour l'Assemblée de Corse? Le référendum local pourrait donc trancher. Pourquoi pas, répondent les élus nationalistes, et ils se disent confiants. Un référendum doit nous permettre de nous assurer que les Corses sont d'accord avec les orientations choisies par les élus de l'Assemblée de Corse. Mais le gouvernement aujourd'hui a mis clairement la balle dans le camp de l'Assemblée, ce qui n'est pas pour nous inquiéter. Inquiet, Nicolas Sarkozy pourrait l'être après l'explosion qui cette nuit a détruit cette agence bancaire. Le gouvernement veut pourtant satisfaire certaines des revendications des nationalistes. Il y a la corcisation des emplois, avec l'annonce d'une régionalisation des concours administratifs. Enfin, le regroupement des détenus corses à Borgo débutera dans les semaines à venir.
Devant la préfecture, les familles de prisonniers en réclament un peu plus. Elles demandent tout simplement l'amnistie. Contre le projet de loi sur la sécurité proposé par le ministre de l'Intérieur, manifestation aujourd'hui à Marseille, mais aussi à Paris. À Marseille, où plusieurs centaines de rêveurs se sont mêlés aux manifestants au rythme de la musique techno. À Bobigny, le maire a écarté l'un de ses conseillers municipaux soupçonné de trafic de drogue. Une mesure provisoire, le temps de faire la lumière sur cette affaire. Aurélia Guillemin, Patrice Brugère. La course-poursuite aura duré 20 minutes à 180 km/h sur l'autoroute A3. Les policiers viennent de repérer un trafic de drogue dans un véhicule qu'ils prennent en chasse. Ils ne savent pas encore qu'au volant, c'est un conseiller municipal de leur ville qui prend la fuite. L'interpellation a été assez difficile puisque notamment le conducteur de ce véhicule a tenté de s'opposer à son interpellation et a voulu se battre avec les fonctionnaires de police. Et quand on s'est approché du véhicule qui a été accidenté puisqu'il en avait perdu le contrôle, il a été découvert dans le véhicule 69 000 € en argent liquide. Âgé de 25 ans, l'élu habitait cette cité de Bobigny. Chez lui, les policiers retrouveront du cannabis, des emballages destinés au conditionnement de plusieurs dizaines de kilos de hashish et dans un garage, une grosse cylindrée d'un modèle fréquemment utilisé par les trafiquants. Reconnu pour son rôle d'animateur par les jeunes du quartier, il avait été élu sur une liste d'hiver gauche aux dernières municipales. 18 mois plus tard, le maire de la ville accuse le coup. De fait, il est écarté de la vie publique, mais bien évidemment, dès que j'ai appris ce qui lui était arrivé, j'ai immédiatement écrit à sa famille pour lui demander qu'il reste à l'écart de la vie municipale. Accompagné de 3 complices, l'élu trafiquant a été déféré ce matin devant le parquet de Bobigny. Les policiers le soupçonnent de faire partie d'un important réseau. Le débat politique au sein de la gauche avec les partisans d'un nouveau parti socialiste à quelques mois du congrès de Dijon. Le courant soutenu par Vincent Payon, Julien Drey et Arnaud Montebourg pourrait devenir une force politique avec comme ambition la rénovation du PS. Reportage Hélène Hugues, Valérie Lucas. On a encore une petite heure pour bosser là. Il se voudrait la nouvelle vague d'un nouveau parti socialiste. Vincent Payon, Julien Drey, Arnaud Montebourg, un faux air d'étudiant en goguette et justement une première réunion publique à la Sorbonne. Le trio a à peine 15 jours d'existence commune, mais l'ambition affichée de rebâtir le parti socialiste. Nous voici comme en quelque sorte la gauche des bâtisseurs. Bâtisseurs parce que rénovateurs, cela ne suffit pas. Nous ne voulons pas donner un petit coup de ripolin en blanc sur la façade, car quelques poutres paraissent fragiles et vermoulues. Un parfum d'assemblée générale, on se réfère à Jaurès, Blum, Mendes et Mitterrand. Les refondateurs prétendent renouer avec les valeurs de la gauche et de la République et redonner la parole à la base. Que nous ne sommes pas dans une logique de candidature, nous ne sommes pas dans une logique de pouvoir. Nous sommes dans une logique de militants qui veulent être fiers de leurs convictions et demain réconcilier la France et la gauche autour d'un projet de transformation sociale. Succès garanti dans un amphithéâtre déjà acquis. Il leur reste à convaincre tous les militants socialistes avant le congrès du printemps prochain. Dans le Nord, une jeune fille de 18 ans a disparu depuis maintenant une semaine. Elle est étudiante, elle a une réputation d'être très sérieuse, de quoi inquiéter ses proches et la justice qui a ouvert une enquête judiciaire. Thierry Curté. On a mis la photo de Marianne, on va l'afficher partout. Et on a mis la date à laquelle elle est partie. Autour de sa maman, c'est toute la famille de Marianne L'Histoire qui s'est mobilisée. Elle veut savoir ce qu'est devenue sa fille de 18 ans, disparue depuis une semaine, depuis un dernier coup de fil à son petit ami. Cette jeune étudiante, dans un IUT de Valenciennes, était à la recherche d'un travail pour l'aider à payer ses études. Décrite comme parfaitement stable, sérieuse, un portrait qui a poussé le tribunal de Lille à ouvrir une enquête. Le profil, le style de vie de cette jeune fille ne correspondait pas à une éventuelle fugue. Donc c'est ce caractère inquiétant qui nous fait supposer qu'à un moment donné, sa disparition peut n'être pas seulement le fait de sa volonté. Les policiers ont perquisitionné le studio qu'elle occupe à Valenciennes sans rien relever d'anormal. Ils ne privilégient aucune hypothèse. Sa famille a décidé de lancer une campagne d'affichage à Arras, Valenciennes et de l'autre côté de la frontière avec la Belgique.
Forte mobilisation pour la suppression de la double peine. Plusieurs milliers de personnes ont participé aujourd'hui à un meeting au Zénith à Paris avec un certain optimisme après les déclarations récentes de Nicolas Sarkozy. Laetitia Fouque, Nicolas Prader. Sorti de prison il y a 11 ans, Mohamed n'est toujours pas un homme libre. Sous le coup d'une double peine, il peut à tout moment être expulsé vers une Algérie qu'il ne connaît pas. Né en France, il ne bénéficie pas de la nationalité et se trouve, suite à cette peine de prison, expulsable, interdit de territoire. C'est-à-dire la double peine, elle vous interdit d'aimer et qu'on vous aime. Voilà ce qu'elle interdit. C'est-à-dire, j'ai pas le droit à une droit familial, j'ai pas le droit de vivre avec ma femme, ma fille, normalement comme tout le monde, j'ai pas le droit de vivre avec mes parents. Aujourd'hui, ils étaient plus de 3500 associatifs et militants réunis au Zénith pour répondre au débat lancé par Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Le ministre l'admet. Il est difficile de bannir ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont tissé des liens en France. Une réalité que les lois Pasqua en vigueur depuis 20 ans ne prenaient pas toujours en compte. On est obligé de saluer les déclarations, maintenant on va attendre les actes et voir si ça amène à un changement de la loi. En 2000, 6405 doubles peines ont été prononcées sur avis du juge ou par arrêté ministériel. Si le ministre de l'Intérieur confirme ces déclarations, le nombre des doubles peines pourrait diminuer de moitié. Michel Alliot-Marie en Arabie Saoudite. Elle était à Riyad pour des entretiens avec le prince héritier. Elle a été ensuite reçue par le roi Fahd. L'occasion pour la ministre de la Défense de réaffirmer que la France défendrait avec fermeté la position de Paris sur l'Irak. Michel Alliot-Marie qui par ailleurs a annoncé que 2 avions de chasse de reconnaissance seraient mis à disposition des experts des Nations Unies quand ils se rendront en Irak en accord avec l'Arabie Saoudite. À Washington, on attendait, selon les organisateurs, 100 000 manifestants contre la guerre en Irak. Ils étaient 5 fois moins à se rendre au centre de la ville, au pied du mémorial créé en souvenir de la guerre du Vietnam. Au Brésil, c'est demain que Lula da Silva devrait être élu président lors d'une victoire qui s'annonce triomphale selon tous les sondages. L'occasion de faire mieux connaissance avec son parti, le Parti des Travailleurs, qui a déjà obtenu de vrais succès dans le pays grâce à sa méthode de gestion. L'exemple dans la ville de Diadema, reportage de nos envoyés spéciaux Pascal Golomer et Tristan Lebras. C'est un cours de capoeira, la danse traditionnelle brésilienne. Un cours réservé aux adolescents des quartiers les plus pauvres de Diadema. Il y a 2 ans, la nouvelle municipalité a créé pour eux un programme d'activités gratuites qu'ils n'avaient jamais pu pratiquer jusqu'alors. Des mini-formations professionnelles aussi et des stages en entreprise. Avec un objectif, tout faire pour que ces jeunes livrés à eux-mêmes dans la rue ne sombrent pas très tôt dans la délinquance, attirés par l'argent facile des trafiquants de drogue. Moi j'ai refusé la drogue parce que j'ai pris conscience du danger. Pas seulement moi d'ailleurs, tous les jeunes ici. On est venu pour apprendre, pour devenir des gens responsables. Mais si le programme est un succès, c'est aussi parce que chaque jeune reçoit ici 130 réals par mois, 40 €, à condition qu'il soit assidu et discipliné. Parfois, la seule rentrée d'argent régulière pour les familles, c'est cette indemnité qu'on verse à chaque enfant. Un projet dont le maire est très fier. Pour lui, c'est l'illustration parfaite de la gestion façon Parti des Travailleurs. Son parti, comme celui de Lula, le candidat à la présidentielle. Pas de recette miracle, mais avant de décider de quoi que ce soit, il consulte la population. Nous avons mis en place des conseils consultatifs pour la santé, l'éducation, les transports. Ça nous donne plus de travail, c'est plus compliqué, mais nous avons de meilleurs résultats. Les chiffres de la délinquance, en tout cas, sont en baisse depuis quelques mois. Aussi parce que la municipalité a pris une autre décision, originale et radicale. La fermeture des bars après 23 heures. C'est facile, cela ne coûte rien à la ville. La mesure pourrait faire des émules dans les communes voisines. Le Parti des Travailleurs a su faire ses preuves ici à Diadema comme dans bien d'autres municipalités, mais il n'a jamais pu appliquer ses méthodes au niveau national. Et c'est bien la chance quand on lui donnait une large majorité de Brésiliens en votant pour Lula demain. L'actualité sportive, les rencontres entre le PSG et l'OM sont toujours l'occasion pour leurs supporters d'en découdre. Malgré l'imposant dispositif de sécurité, quelques échauffourées ont eu lieu cet après-midi aux abords du Parc des Princes. Zindine Moudaoud, Christian Gallet. L'air est connu et les paroles aussi. Ces fanatiques de l'OM n'aiment décidément pas ceux du Paris Saint-Germain et ils ne s'en cachent pas. Voilà pourquoi les policiers les encadrent autant, surtout pour les protéger. Dans la capitale, ils ne sont pas en terrain conquis. Moi, je suis pour que Marseille reste à Marseille et les Parisiens restent à Paris. C'est bête, hein? Ben oui, mais c'est bête, mais s'il y a des blessés ou s'il y a un carnage, qu'est-ce qu'on fait?
Pour éviter tout risque d'incident, 1 millier de Marseillais seulement a fait le voyage. Mais pour entrer, il faut avoir un billet. Sinon, dès midi, les forces de l'ordre ont bouclé les abords du stade. 2000 hommes en tout, des CRS, des gendarmes et la brigade anticriminalité, équipée de flashballs. Leur mission, faire de la prévention, repérer les éventuels fauteurs de troubles et empêcher les jeunes partisans du PSG d'approcher leurs rivaux. C'est bon, on peut se promener dans la ville, boire un coup dans le bar. À Lens, on a bu ensemble, un coup avec les Lensois. Ici, on peut pas. Ça, c'est l'hospitalité parisienne. Cela n'échappe pas à la police. Une dizaine de personnes est interpellée. Le match n'a pas encore commencé. PSG-OM, le match cette fois-ci côté terrain a été perturbé à certains moments par des jets de projectiles sur les joueurs des deux équipes, notamment au moment des corners. Les Parisiens se sont imposés 3-0 grâce à 2 buts de Ronaldinho, dont un super penalty et un but de Cardetti. Le PSG prend provisoirement la tête du classement. L'ouverture de la saison de ski dès la Toussaint, c'est possible. Ainsi, l'Alpe d'Huez a ouvert son domaine pour la période des vacances. Reportage Nicolas Châteauneuf, Hugues Buchard. Ils l'ont attendu avec impatience et cette fois, ça y est, le soleil et la neige sont au rendez-vous. Les choses sérieuses peuvent commencer. Alors cette première neige? Ah super, ça fait du bien. C'était un peu bien dur, bien gelé, mais alors c'est... j'y vais parce que... Cette année, à l'Alpe d'Huez, on a ouvert les premières pistes avec 1 mois et demi d'avance sur le calendrier, grâce aux récentes chutes de neige, mais aussi aux importants investissements réalisés à haute altitude. Dernier en date, ce télésiège de 4 places pour un coût de 20 millions de francs, une manière de mettre en valeur le capital neige et peut-être de se mettre à l'abri des caprices de la météo. C'est une garantie au niveau de la neige naturelle, mais notre garantie, on la cultive aussi avec les canons à neige. Donc quand vous conjuguez les deux, c'est vrai qu'on se bat un peu contre cette remontée de la neige, ma foi, qui est, je l'espère, provisoire. Dans la station aussi, les rues reprennent quelques couleurs. Dans quelques mois, l'Alpe d'Huez passera de 1700 à plus de 30 000 habitants. Dans les commerces, on s'active. Rangement du matériel, fartage des skis, tout doit être prêt. Le gros travail, c'est l'arrivage de tout le matériel. Il faut être d'aplomb et surtout en forme. Parce qu'après, c'est non-stop jusqu'au 1er mai. En tout cas, là-haut, à 3300 mètres, certains frôlaient manifestement le pur instant de bonheur. Les plus motivés n'ont d'ailleurs pas hésité à l'immortaliser. Alerte météo pour demain dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la Somme. Un bulletin d'alerte de niveau 3 sur une échelle de 4 prévoit des vents particulièrement violents à partir de demain matin dans la Manche, le Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime et donc la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. À l'occasion du salon consacré aux lunettes, un marché en pleine expansion, intéressons-nous aux très jeunes. Un tiers des enfants est atteint de déficits visuels tels la myopie ou l'astigmatisme. Pour les corriger, les lentilles ont de plus en plus la cote. Marie-Pierre Samitier, Diane Richard. C'est systématique. Les lunettes pour les jeunes enfants sont arrondies en haut. Pour une simple raison. Il faut prendre en considération le fait qu'un enfant est petit, il vit dans un monde d'adultes. Donc si son champ de vision, si la monture arrive comme ça, vu qu'il regarde au-dessus, son champ de vision n'est pas bien couvert. Un enfant sur 3 a des problèmes de vue en France. Et de plus en plus souvent, les ophtalmologistes prescrivent des lentilles de contact. Car les lentilles sont maintenant parfaitement au point, même pour les plus petits. On sait que ce sont des lentilles qui seront fiables sur le plan de la biologie. Elles laissent respirer la cornée, peu d'entretien, donc on va les donner chez les enfants. Et puis, les lentilles sont plus pratiques que les lunettes pour les bagarres. Au salon, les médecins parient sur la prévention et recommandent aux parents de surveiller très tôt les yeux de leurs enfants. On peut jouer au petit pirate, on cache un œil, on cache l'autre et on voit si bébé réagit différemment pour voir s'il y a un œil qui est, terme barbare, amblyope, c'est-à-dire un œil un peu paresseux. Et alors là, il faut agir vite parce que l'autre œil va prendre toute la puissance visuelle. Car les médecins sont unanimes, avant l'âge de 3 ans, on soigne mieux les yeux des enfants. Au moment où Européens et Américains s'apprêtent à basculer dans l'heure d'hiver, une île bretonne fait figure d'irréductible. À Molène, dans le Finistère, la population a longtemps vécu à l'heure solaire, refusant les changements d'horaire saisonniers. Olivier Sioux, Gabriel Camilla. C'est peut-être le bout du monde,
Mais c'est surtout le seul endroit de France où le journal de 13h commence à 11h. Ça ne veut pas dire qu'ici, à Molène, avant-dernière halte, avant le Grand Large, on ait les nouvelles 2 heures avant tout le monde. Non, c'est juste que dans son bar, face à l'océan, Erwan demeure un irréductible breton fidèle à ses 2 passions, Johnny bien sûr, et leur solaire aussi. Le reste de la France vit sur le méridien de Berlin, ça c'est leur affaire à eux. Mon problème à moi, c'est de rester ce que je suis. Et donc je reste sur le méridien de Greenwich, qui est beaucoup plus proche de moi. Car Molène continue à vivre à l'heure de la mer, des marées, des marins. La plupart ont été marins-pêcheurs ou le sont toujours, donc ils vivent avec les marées. Donc assez souvent, on garde quoi. Donc c'est vrai que c'est rare que les gens mangent à midi. Bref, ici chacun vit à son rythme. Prenez Brian, lui il a trouvé le sien, d'ailleurs c'est très simple. Oui mais moi je me lève toujours avant qu'il y ait les dessins animés. Ça, c'est la vie de Brian, mais tout le monde ne le partage pas. Que voulez-vous, les traditions se perdent, même chez les anciens. Céline est presque la doyenne de l'île et ses histoires d'heures solaires, ça la fait bien rire. Vous vivez à l'heure du soleil? Non, l'heure officielle, voyons. Même l'église s'y est mise à 12 heures, heure officielle. Elle sonne 12 coups. Si, on les a comptés. Alors à qui se fier? Au cadran solaire, quand il fait beau. Et ça tombe bien, à Molène, comme partout en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Je rappelle donc que cette nuit à 3 heures, nous repassons à l'heure d'hiver. Il faudra donc retarder vos montres et vos horloges d'1 heure et on dormira 1 heure de plus. Émilie Joly fête ses 23 ans. Le conte musical connaît un succès continu depuis sa création en 1979. Son auteur Philippe Châtel a décidé de le remonter. C'est à partir du 5 novembre sur les planches du théâtre Mogador. Abdel Mostefa, Patrick Voix. À quelques minutes du grand rêve, elle ne s'appelle pas encore Émilie Joly. Elle est Alice, 12 ans, élève de 5e, repérée dans une émission télé. Là, je me rends pas encore bien compte, je pense, de ce que je suis en train de vivre. Parce que, on avait le CD chez nous, et puis des fois je chantais la chanson phare, mais je ne savais pas. J'étais loin de me douter qu'un jour. Je m'appelle Émilie Joly. Je m'appelle Émilie Joly. Et si un jour je deviens vieille, j'irai par le ciel sur vos ailes au rendez-vous du paradis. Mais prends le temps de vivre ta vie. Le premier envol du grand oiseau devant un public, c'était au Cirque d'hiver en 84. Émilie Joly était déjà un classique, au succès assuré 5 ans plus tôt par un album au casting incroyable. Le grand oiseau, Julien Clerc, l'âne, Laurent Voulzy, le coq, Alain Souchon, la sorcière, Françoise Hardy, le loup, Eddie Mitchell, Salvador en conteur ou encore Brassens, le hérisson. Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux? Il y a 20 ans, le mot marketing n'existait pas dans le métier, c'était un métier tout à fait artisanal. Donc en fait, ça s'est fait comme une lettre à la poste. Je suis allé voir Brassens, il m'a dit oui, je suis allé voir Henri, il m'a dit oui. Ils m'ont tous dit oui, donc après on est rentré en studio, on a pris des musiciens et on avait vraiment fait ça comme ça, quoi. Un deuxième album avec les Johnny et autres Lara Fabian, 97. Aujourd'hui, une nouvelle comédie musicale. Les générations n'ont pas fini de se piquer d'Émilie Joly. On a appris le décès de Christine Gouzrena, l'épouse du comédien Roger Hanin et la sœur aînée de Daniel Mitterrand. Elle était âgée de 87 ans, première femme producteur en France. Christine Gouzrena a travaillé pour la télévision et le cinéma. Elle a ainsi produit La mariée était trop belle avec Brigitte Bardot en 1955. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, 20h55. Bedos-Ardisson, on aura tout vu, présenté par Thierry Ardisson. Demain à 7h, pour l'émission Thé au Café, la reine Rania de Jordanie a accepté de donner un entretien exclusif à Catherine Sellac. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.